On a abordé pas mal de choses déjà lors de la première table ronde, mais on va essayer finalement de baliser un maximum de sujets avec nos invités. Vous avez vu et vous avez entendu Dominique Régnier qui interviendra tout à l'heure. Serge Tisseron, vous êtes psychanalyste, chercheur également. Avec vous, on essaiera de voir également comment finalement l'internaute se sent un sujet sur Internet, la question de l'autre également sur Internet, la question du collectif, comment on fait collectif sur Internet, ce sont des questions sur lesquelles vous avez travaillé. Mais on va démarrer avec vous, Bernard Benamou. Bernard Benamou, vous avez été aux Nations Unies, représenté la France, vous faites partie de la délégation française sur toutes les questions de gouvernance sur le net, la question de la neutralité du net. Et peut-être avec vous, on va essayer de voir finalement, est-ce qu'il est possible d'abord de légiférer sur Internet, alors que Internet a globalement un statut pratiquement d'extraterritorialité. Est-ce que le rapport avec les grands acteurs du net qui sont américains, c'est un rapport d'ordre politique ou un rapport d'ordre industriel et économique? Et finalement, la porte d'entrée de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur le net ne cache-t-elle pas finalement d'autres enjeux beaucoup plus importants qui sont globalement des enjeux économiques et des enjeux également de monopole de l'Internet par les géants américains? Bernard Benamou, allez-y. Alors, d'abord, je tenais à saluer le courage de ceux qui sont restés, qui ont réussi à braver leur faim, leur fatigue, pour venir effectivement écouter un débat sur un sujet aussi sérieux et aussi tardif. Non, alors, pour tenter de répondre, déjà une phrase. L'Internet apparaît aux yeux de trop de personnes comme étant une forme de créature comme ça immanente, comme un fait de nature. Rien n'est plus faux. L'Internet est une construction. L'Internet est une architecture. Cette architecture, elle est humaine. Elle est issue de la volonté de ses créateurs et de la volonté de ses architectes actuels. Et c'est de cela que découlent la plupart des propriétés de l'Internet dont nous parlons. Et donc, c'est vrai que comparer l'Internet, par exemple, à l'espace, à la mer, puisque souvent, on a des comparaisons historiques sur le droit. Et on dit, effectivement, se créer un droit de l'Internet comme c'est créer un droit coutumier par rapport au droit des océans. Qui a mis 400 ans à se structurer, donc qui est effectivement une construction longue et lente. Et de la même manière, des traités par rapport à l'espace ont pu être imaginés. Non, là, nous sommes face à un fait qui est relativement jeune à l'échelle des technologies, quarantaine, cinquantaine d'années. Le web qui a accéléré, en gros, depuis 25 ans, son appropriation par le grand public, pour par la suite, effectivement, permettre à la fois les faits, c'est ce que rappelait Dominique Régnier tout à l'heure, je veux dire, être un amplificateur d'innovation sociale, culturelle, mais aussi le réceptacle, et nous le voyons, nous le constatons malheureusement tous les jours, le réceptacle de formes d'extrémisme, de formes de paroles qui sont exprimées dans la sensation de l'impunité, je dis bien dans la sensation de l'impunité, parce que ce n'est pas toujours vrai. Et donc c'est vrai que nous devons avoir, en tant qu'acteurs de ces domaines, nous devons avoir une attitude de pédagogie. C'est-à-dire que nous devons faire comprendre ce que sont les particularités de l'Internet pour ne pas risquer, ce qui a été trop souvent le cas, y compris dans les discussions parlementaires. Parce que vous voyez, étant maintenant dégagé de toute obligation de réserve gouvernementale, je vous dirais effectivement que l'un des vrais problèmes, c'est que nos élites ont du mal à se saisir de ces questions et à les comprendre. Et donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Internet, c'est ce que nous en faisons. Il n'y a pas de déterminisme technologique. L'évolution de l'Internet, elle est à la fois, et c'est pour ça qu'il faut y revenir, façonnée par des grands acteurs industriels. Alors je ne dirais pas, puisque vous évoquiez en introduction, que des questions plus importantes que le racisme ou que malheureusement d'autres enjeux démocratiques existent, qui sont souvent opaques par rapport au grand public. C'est-à-dire qu'ils n'apparaissent pas de façon immédiate au grand public. Par exemple c'est très simple. La manière qu'ont les grands acteurs de faire évoluer l'Internet peut conditionner à la fois nos modes de vie, notre croissance économique, c'est évident maintenant. Maintenant, vous savez, il y a quelques années, quand nous tous, acteurs de ces questions depuis longtemps, parlions du fait que les grands acteurs de l'Internet pourraient réclamer une hégémonie sur tous les secteurs industriels, il y a quelques années, ça faisait rire. Aujourd'hui, tout le monde tremble à la perspective qu'Apple puisse produire des automobiles.
alors même qu'il n'est même pas évident qu'ils le fassent. C'est possible, c'est une possibilité importante, c'est pas certain. On les pensait à même de faire une télévision, ils ne l'ont pas fait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la particularité de l'Internet, c'est qu'il irrigue la totalité des secteurs de l'activité humaine. Depuis la culture, l'ensemble des services, l'ensemble de la production industrielle. General Electric, le géant américain, a un nom pour ça. Il appelle ça l'Internet industriel. Le moment où l'Internet investit tous les secteurs de l'activité industrielle. Et donc, aujourd'hui, vouloir arrêter, comme on dit, la marée avec ses mains, serait non seulement une illusion, mais une illusion dangereuse. Parce que c'est une illusion que certains ont eue de penser qu'on pouvait réguler. Tout à l'heure, Dominique Régnier a encore parlé de la censure qui est devenue impossible à la fin du siècle précédent. Il faut bien comprendre, je ne dis pas qu'il ne faut pas, au contraire, tenter des actions de régulation. C'était mon métier en tant que négociateur aux Nations Unies. Mais il faut le faire de manière à ce que ça puisse porter. C'est-à-dire en ayant une action, et c'est ce que nous démontrent d'ailleurs tous les jours les révélations de Snowden, en ayant une action là où ça compte. Ne pas considérer effectivement que l'on doive plaquer sur l'Internet des modes de fonctionnement, des modes de pensée qui étaient issus, pour nous Français, du Minitel, c'est-à-dire d'une structure centralisée, ou effectivement, pire encore, je dirais de la régulation papier. Et donc c'est vrai que c'est difficile de faire passer ce message, parce que ce message, c'est un message exigeant, c'est un message qui demande à ce que les personnes se forment, et se forment face à un objet qui est en perpétuelle mutation. Qui, il y a 5 ans, aurait accordé la même importance à l'Internet mobile? Personne. Aujourd'hui, tout n'est que mobile. Dans 5 ans, tout ne sera qu'objet connecté. Objets de santé, qui seront eux-mêmes de fantastiques outils de suivi des personnes, voire de contrôle des personnes. Objets de transport, voitures connectées, voitures sans pilote. Enfin, cet univers sera amené à changer en permanence. Si nous ne faisons pas la pédagogie auprès des générations qui viennent de ces changements, alors nous serons toujours en retard d'une guerre, et ceux qui en profiteront sont évidemment ceux qui auront intérêt à structurer cet espace pour leur avantage. Je reviendrai juste sur un point. Oui. On a souvent pensé qu'il y avait une volonté politique de la part des acteurs initiaux de l'Internet. Non. Non. Il n'y avait pas plus de volonté, je dirais, d'hégémonie. Non, il s'est trouvé que l'Internet a eu du succès parce qu'il avait ses particularités, cette ouverture, cette capacité pour chacun d'émettre et de recevoir. Et évidemment, la particularité de l'Internet, c'est que chaque machine, donc chaque humain connecté, a en théorie les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors peut-être, il serait intéressant, parce qu'aujourd'hui, tout de même, nous sommes face à des géants américains qui ont globalement des positions dominantes. Il n'y a pas de géant européen de l'Internet, c'est ce qui se pose problème. Ça, c'est le premier constat. Mais également, le deuxième constat, c'est que à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un risque, en considérant que l'Internet doit se soumettre à la législation française, qu'il y ait une balkanisation du net, c'est-à-dire qu'un net français, un net européen, un net chinois, c'est presque le cas en Chine, oui, globalement, un net russe, qui fait qu'on va enlever tout ce qui faisait l'intérêt d'Internet au départ. On peut arriver à comme dans les médias notamment, ça devient broadcast en fait. Il y a l'Internet de Google, l'Internet de Facebook, l'Internet de Twitter, et ça va être compliqué de naviguer dans cet espace de liberté. J'allais dire non seulement cela, c'est-à-dire effectivement il y a ce risque qui est déjà avéré, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays, on a un Internet qui est bridé, modifié, fragmenté, comme on dit, donc balkanisé. Et avec le risque, effectivement, un point important, une notion importante de l'Internet, et j'aurai plaisir d'ailleurs à en parler avec M. Tisseron après, c'est que quand vous avez une communauté qui se structure autour d'un groupe homogène, et qui surtout a des idées relativement homogènes, si cette communauté n'entre pas en contact avec des idées, non pas simplement différentes, mais des idées qui la dérangent, vous savez, c'est le principe même de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas être au contact d'idées différentes, c'est être au contact d'idées qui vous dérangent. Si vous n'êtes plus en contact avec des idées qui vous dérangent, le phénomène tel qu'on l'observe sur Internet, c'est que les gens progressivement se radicalisent. Pour être audibles, il leur faut parler plus fort. Et parler plus fort sur Internet, c'est dire des choses plus radicales que le voisin. Et au fur et à mesure, ça porte un nom en sociologie, on appelle ça la polarisation de groupe. Se crée effectivement ce mouvement où on a des gens qui acquièrent une célébrité toute relative, mais malgré tout sur Internet, ça peut constituer parfois des groupes importants,
parce qu'ils parlent plus fort et donc qu'ils se radicalisent. Vous rajoutez à cela des phénomènes étranges, avec des noms étranges, comme ce qu'on appelle la radicalisation algorithmique. Alors, pour faire très simple, vous allez chercher des prêches sur Internet et vous tombez progressivement sur des vidéos analogues. L'algorithme de YouTube, par exemple, ou de Dailymotion, enfin, on va parler de YouTube au niveau international plus, cet algorithme va progressivement vous soumettre à des vidéos de plus en plus radicales, simplement par le fait des mots-clés, des métadonnées, comme on dit, qui accompagnent les vidéos. Et cette radicalisation algorithmique, c'est quelque chose qui n'était évidemment pas prévu au départ. C'est un contre-coup, c'est un effet collatéral de la volonté qu'ont les grands acteurs du net de vous capturer le plus longtemps possible. Parce que vous devez être présent devant votre écran pour consommer de la publicité, ça c'est le business model de Google, et vous devez y être le plus longtemps possible pour qu'on puisse vous en envoyer le plus possible. Et donc, par définition, vous avez effectivement ce que l'on décrit aujourd'hui comme la radicalisation sur Internet, qui est effectivement aussi un contre-coup des mécanismes économiques qui sont à l'œuvre. Ne pas comprendre ces mécanismes, ne pas comprendre ce qui se produit lorsque l'on se connecte sur Internet et la valeur réelle qui est qu'en fait, vous êtes le produit que se revendent les uns et les autres, puisqu'on revend les données qui permettent de vous cibler davantage. Si on ne comprend pas ça, alors effectivement, on n'est pas en mesure d'agir efficacement par la suite. C'est-à-dire, penser qu'on ne peut agir que sur le versant avéré, c'est-à-dire sur le versant de la haine telle qu'elle s'exprime dans des forums, dans des réseaux sociaux, sur Twitter ou autres, sans comprendre ce qu'est le mécanisme global de fonctionnement de l'Internet, là encore, c'est impossible. En résumé, tous les acteurs qui sont face à des crises sur Internet disent qu'il y a 3 volets. Un volet juridique, un volet technique, d'encadrement, y compris de mesures techniques, et évidemment un volet d'éducation et de sensibilisation. Si on n'a pas les 3, ce triptyque-là, on n'est pas stable et on tombe. Peut-être nous introduire les notions de neutralité du net. Pourquoi c'est important de garder cette neutralité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les enjeux quand vous, Bernard Benamou ou d'autres, se battent pour garder cette neutralité du net ? Alors, aujourd'hui, en cette période où le net est chargé de tels affects et de telles critiques souvent justifiées, vouloir effectivement revenir aux racines, entre guillemets, des idées qui ont prévalu lorsqu'il a été créé, c'est-à-dire en clair, en faire un espace de liberté. J'ai souvenir, pour tout vous dire, on est quelques-uns ici, à avoir connu l'Internet des premiers temps, où vous rentriez en contact dans un forum avec des prix Nobel, avec des Oscarisés à Hollywood, et qui vous parlaient tout aussi librement que si vous étiez dans la même pièce qu'eux. Aujourd'hui, les choses ont évolué de telle manière que ces gens-là ont 10, 15 filtres entre vous et eux. Par définition, la particularité de l'Internet, c'était justement un club de gens de bonne volonté. Malheureusement, ce club de gens de bonne volonté, tous éduqués, tous homogènes d'un point de vue culturel, c'est-à-dire en clair des universitaires ou des ingénieurs, enfin les deux, n'a duré que peu de temps. Par la suite, si vous me permettez cette expression, les hordes barbares sont arrivées effectivement en masse sur Internet. À l'époque, ça s'appelait AOL. Quand AOL est arrivé sur Internet, tous les tenants historiques de l'Internet étaient vraiment terrorisés de voir ces gens non éduqués par rapport à la netiquette, par rapport au fonctionnement de l'Internet, débarquer. Mais il n'empêche que c'est devenu plus démocratique. Donc il ne faut pas se plaindre du fait que nous, qui sommes tenants d'une certaine vision démocratique, ayons vu un média devenir plus démocratique. Le vrai problème, c'est que l'éducation n'a pas suivi le même chemin, en tout cas pas dans la même vitesse. Donc oui, effectivement, il y a eu un problème, mais pour autant, est-ce qu'il faut blâmer le média en disant c'est le média lui-même, et donc revenons à ce que nous connaissons, nous Français, le Minitel, un outil centralisé, contrôlé, où il faut une autorisation de presse pour pouvoir émettre un service Minitel. Rappelez-vous, les plus juristes d'entre vous se souviendront qu'il fallait un numéro de commission paritaire pour pouvoir créer un numéro un service Minitel. Cette demande d'autorisation préalable, ce serait la fin de toute forme d'innovation sociale, culturelle sur les réseaux. Alors évidemment, ça rendrait évidemment le contrôle beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Puisque à ce moment-là, il y aurait la perte totale de toute forme d'anonymat sur Internet. Toute totale. On comprend ce que ça peut avoir de dérangeant, mais n'oubliez pas, souvenez-vous, il y a quelques années, lorsqu'on commençait les révolutions arabes, souvenez-vous de tout le bien que l'on pensait des réseaux sociaux anonymes, qui permettaient à des dissidents
de ne pas être immédiatement fichés par les polices des dictatures dans lesquelles ils vivaient. Eh bien, vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de déterminisme. La même technologie de cryptage, enfin de chiffrement, peut servir à protéger des réseaux mafieux ou des réseaux terroristes, ou une parole effectivement de haine, ou alors effectivement participer à la coordination d'une dissidence dans un pays opprimé. C'est là la difficulté. C'est-à-dire que vouloir éradiquer une technologie au nom des risques qu'elle fait subir, c'est vouloir se priver de l'automobile, de l'électricité, de l'atome, évidemment, et de bien d'autres technologies. Donc la neutralité... Il y a un paradoxe, donc. Il y a une tension entre les deux objectifs. Mais la neutralité, c'est tout simplement ce qui fait de l'Internet ce qu'il est. Et parallèlement, plus récemment, ça a été analysé par les économistes, puisque nous sommes ici dans une grande école d'économie, comme tout simplement la loi antitrust des réseaux. C'est tout simplement la manière d'éviter qu'un acteur, on parlait des GAFA tout à l'heure, ne finisse par obtenir la totalité du pouvoir sur la totalité des strates qui constituent l'Internet, dont 3 en particulier, le transport, les tuyaux, les applications et les contenus. Celui qui détient la totalité des 3 couches est en mesure de faire, comme on dit, la pluie et le beau temps. Ça veut dire tout simplement est en mesure d'exclure quiconque d'avoir une activité sur Internet. Est-ce que nous voulons cela, c'est-à-dire un réseau hyper contrôlé par quelques acteurs, ce qu'il est déjà pour partie? Est-ce que nous voulons accentuer ce fait et éviter, surtout pour nous, Européens, parce que je pense vraiment qu'il s'agit aussi d'une relation, d'un rapport de force entre les différents blocs, et en particulier l'Europe et les États-Unis, est-ce que nous voulons, nous, Européens, fermer la porte à toute possibilité qu'il y ait des géants européens? Parce que geler les situations et les positions dominantes aujourd'hui, c'est accepter le mandat de fait des États-Unis de continuer à contrôler l'Internet. Ceci n'est pas souhaitable, n'est pas acceptable pour nous, Européens. Dernière question, un quid de la gouvernance du net? Est-ce qu'on peut voir dans les prochaines années une gouvernance internationale, de réunions entre géants de l'Internet ou entre États qui pourraient dire ce qui est admissible et dire ce qui ne l'est pas en fonction également de chaque spécificité des pays concernés? J'aimerais, c'est presque une boutade, que vous puissiez faire répondre à cette question le patron de Gemalto. Oui. Qui vient de connaître quelques déboires. Quelques déboires avec ses cartes SIM, oui. Suite à la capture de milliards, peut-être, de numéros de cartes, enfin de clés de chiffrement de cartes SIM par la NSA et les services secrets britanniques. Non. La réponse est non, ça ne va pas être simple. Faudra-t-il un traité? Nous sommes quelques-uns à le souhaiter. Et il nous faudra arriver vers un traité entre, je dirais, pays de bonne volonté, parce qu'il est évident que la Russie et la Chine ne seront pas d'accord sur un traité qui préserverait les libertés fondamentales sur Internet pour des raisons multiples, et en particulier la protection de la vie privée, c'est évident. Mais pensez, tout à l'heure il était question d'autorégulation de l'Internet, pensez que les acteurs industriels pourraient dicter des lois qui protégeraient les citoyens, ce serait se bercer d'une illusion gravissime. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, au dire même, je vous citerai 2 phrases du patron de Google, Eric Schmidt, qui disait notre métier, c'est d'aller au plus près de la ligne jaune, mais de ne pas la franchir. Et par ailleurs, il écrivait dans son bouquin avec Jarrod Cohen, il écrivait nous avons remarqué que les États étaient inefficaces, nous serons à même de les remplacer. Et c'est clairement ce qui est dit dans son livre. Donc, clairement, pensez que par un fait, je dirais, de bonne volonté, de bienveillance, ces grands acteurs pourraient préserver l'intérêt général à l'échelle de la planète, ce serait se tromper profondément sur l'analyse de ce que sont ces sociétés. Et précisément Google, comme je vous le disais, n'a pour vocation que de vendre de la publicité. C'est accessoirement un moteur de recherche, c'est d'abord et avant tout une régie publicitaire. Pensez qu'ils se réguleront par eux-mêmes pour éviter effectivement de déplaire par rapport à des messages de haine, par rapport à des messages qui pourraient être illégaux dans tel ou tel pays? Non. Ils exploiteront au mieux et au plus loin ce qu'ils peuvent faire, y compris, comme je vous le disais, dans cette radicalisation algorithmique qui est effectivement un effet collatéral de leur mode de fonctionnement naturel. Merci beaucoup Bernard Benamou. Je vais passer la parole à présent à Dominique Régnier. Dominique Régnier, vous avez tout à l'heure abordé la question de la liberté, comment elle se construisait, mais j'ai également envie de vous entendre sur ces différentes conceptions de la liberté d'expression qui est au cœur finalement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet, et notamment dans ce face-à-face qu'il y a entre bien sûr les associations comme l'Union des étudiants juifs de France, mais également ce face-à-face entre les États.
avec globalement deux conceptions de la liberté d'expression. Alors, on a le sentiment qu'on peut tout faire aux États-Unis et pas grand-chose en France, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, hein. La liberté d'expression, elle n'est pas encadrée en tous les cas de la même manière. Écoutez, il y a en effet deux grandes conceptions. Elles sont connues. Il y a deux grandes généalogies, parce que toutes les conceptions sont le résultat d'une histoire, donc le résultat aussi d'une expérience historique qui ne sont pas les mêmes. Et le fameux free speech américain, la possibilité de tout dire, qui n'est jamais vraiment une possibilité réelle, s'oppose à une liberté limitée en quelque sorte que nous vivons, nous, que nous avons souhaité, puisque certaines opinions sont considérées comme des délits et donc ne peuvent pas être défendues, sinon en tout cas sans en prendre le risque de rendre des comptes à ce sujet. Mais en même temps, c'est toujours quelque chose qui se modifie si vous changez un tout petit peu le regard. Chacun a présent à l'esprit la manière dont Facebook est capable de laisser des vidéos de décapitation circuler et puis d'effacer d'un compte un document qui montre une femme nue ou qui montre voilà, ce type de... Donc les sensibilités, les moments où se déclenche quelque chose qui a à voir avec la censure ne sont évidemment pas les mêmes. Dans un autre ordre d'idée, mais qui à mon avis est très explicatif, si vous regardez la manière dont les États-Unis, les Américains et les Européens, les Français et les Européens, se représentent leur propre histoire, le rôle de ce qui s'est passé entre 1914 et 1945, vous avez deux mémoires différentes. Nous, on l'a étudié récemment à la Fondation pour l'innovation politique. On a fait une enquête avec la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On a fait une enquête sur la manière dont les 16-29 ans, dans 31 pays différents, on en a interrogé plus de 31 000 en 24 langues, se représentent la mémoire du XXe siècle et des grands drames. Et on voit très très bien qu'entre les Européens et les Américains, il n'y a pas le même rapport à ce passé. Il y a un rapport en Europe qui est beaucoup plus traumatisé, c'est tout à fait compréhensible. Il y a une intelligence de ce qui s'est passé beaucoup plus aiguë chez les jeunes Européens, c'est très clair. Par exemple, si je prends un sujet très précis, la compréhension du concept de génocide atteint en Europe, et en Europe seulement, un très haut niveau de clarté, de concernement, je dirais, par rapport aux jeunes Américains qui sont beaucoup plus éloignés de ce type de compréhension. Et donc, nous, on n'a pas le même rapport avec les opinions antisémites, les opinions racistes, etc. C'est très, très connecté à tout ça aussi, hein. Et ça, du coup, le système ne réagit pas de la même manière. Donc, nous avons une question de fond, je dirais, qui est que, finalement, cette espèce de liberté absolue possible, techniquement parlant, est au fond quelque chose que tout le monde désire comme réalité, mais qui apparaît en contradiction avec le principe même de la liberté. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Je voudrais reprendre un peu cette comparaison avec les États-Unis sur un autre point. Il est vrai, Bernard Benamou vient de le montrer, il est vrai que les États-Unis ont ce rapport à la fois de puissance, et les déclarations récentes de Barack Obama sont impressionnantes à ce sujet, ne sont pas amicales du tout, hein. Vraiment, c'est vraiment le président des États-Unis, c'est le président des États-Unis, démocrate ou républicain, on a vraiment America First, toujours, bien sûr. Bon, vous me direz, c'est le propre d'une nation que de se penser avant les autres, mais enfin, on a bien senti, là, ici, cette... Nous possédons Internet, a-t-il déclaré Barack Obama. Ah oui, c'était pas ça. Si longtemps. Hein. Et puis, venez pas nous l'enlever, quoi, hein. Venez pas nous l'enlever, on l'a inventé, on est les inventeurs. Bref, c'était assez stupéfiant quand même du point de vue de l'histoire de l'invention, c'était assez stupéfiant. Oui, et puis quand même, bon, ces inventions-là, elles ont une histoire, vous savez, c'est le fameux problème des brevets, on ne sait pas très bien si on peut les déposer finalement. Donc, c'est une dimension politique, hein, parce que le président des États-Unis, là, il a un discours très politique, c'était vraiment la puissance, c'est la nôtre. On a la matrice du monde, en fait, on fait la globalisation, en fait, et on ne va pas lâcher ça. Il y a une dimension économique, Bernard Benamou le disait, il y a une dimension économique, plus on est libre, plus c'est prospère du point de vue de ce que l'on peut faire comme usage de l'attention que nous donnons tous à ces réseaux. Mais ça, c'est un coût politique et un coût économique auquel je voudrais bien, si j'en avais les moyens que je n'ai pas, intellectuels et autres, parce qu'il faut beaucoup de moyens, mais ça peut se faire cependant, et peut-être c'est une piste,
de faire une évaluation globale de l'efficacité économique d'un tel dispositif. Je veux dire par là que cette liberté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle a aussi un sacré coût politique. Elle a aussi un sacré coût économique. Si je vois bien, et l'histoire le montre, une relation entre liberté et prospérité, je vois aussi une relation entre instabilité politique et paupérisation. Instabilité politique et crise économique. Aujourd'hui, nous avons en Europe, parmi les causes, en tout cas moi j'en ferai l'hypothèse, parmi les causes de nos difficultés économiques, nous avons cette espèce de déstabilisation que représente la menace terroriste. Il n'est pas possible d'imaginer avoir une croissance forte, durable, si nous n'avons pas le sentiment que nous sommes à peu près sûrs de notre sécurité. Il n'est pas possible d'avoir une société sereine qui a envie de prospérer, qui a envie d'innover, si nous avons le sentiment qu'une partie de nos compatriotes doivent s'enfuir pour sauver leur vie, ou parce que leur vie est impossible. C'est complètement contradictoire, ça n'a pas de sens. On a tous vu, moi je suis estomaqué de toutes ces unes sur le fait de savoir si les Français juifs peuvent rester en France, mais je n'en reviens pas. Je ne pensais pas voir ça à ce moment-là. Je sais pas, chaque fois, c'est une espèce de ça me met en colère, et puis ça m'impressionne comme registre de, même si je fais la part des choses, ça m'impressionne comme registre de discours. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est que nous ne sommes pas une société, quand elle pense comme ça d'elle-même, ce qu'elle pense d'elle-même dans ces termes-là, ça n'est pas une société qui est en mesure de prospérer davantage et d'innover davantage. Nous ne sommes pas dans ce climat. Et je le dirais pour l'ensemble de l'Europe. Donc, à un moment donné, je crois qu'il y a aussi une espèce de calcul plus sophistiqué à faire sur ce que requièrent les sociétés pour être prospères en termes de liberté, de régulation, d'équilibre. Les États-Unis n'ont pas moins besoin de la prospérité européenne que nous. Ils ont aussi besoin de ce rapport à un monde libre, à un monde qui est aussi le leur. Ils ne sont pas le seul monde libre, et ils le savent, ils ont besoin de nous. Et de ce côté-là, il y a sans doute une argumentation à construire et à documenter, ce qui me paraît faisable, en tout cas a priori. Je voudrais aussi ajouter ce point par rapport à nos deux systèmes. C'est une question qui a été posée tout à l'heure. Peut-être faut-il en dire un mot maintenant, mais avons-nous l'espoir, par une régulation, de faire disparaître des points de vue que nous jugeons inacceptables? Les faire disparaître, ça voudrait dire quoi? Peut-on avoir l'espoir qu'un jour, ils ne sont même plus pensés par quelqu'un? Oui, ça c'est notre espoir à tous. Bon, alors là, c'est un horizon lointain. Mais bon, moi, je le nourris quand même. Voilà. Je le nourris quand même avec ma naïveté à laquelle je suis furieusement attaché. Donc, ça, c'est l'horizon parce que nous savons de quoi l'humain est capable. En même temps, on sait que, bon, c'est pas tout de suite. Et donc, de quelle disparition s'agit-il? On peut déjà se donner comme horizon raisonnable d'en limiter la propagation. Ça, c'est un horizon qui me paraît raisonnable, qui me paraît même essentiel. On peut se donner comme objectif atteignable, en limitant la propagation, de limiter les effets de surenchère, y compris par les logiques algorithmiques. Et puis, on peut se donner aussi comme objectif moral, politique, philosophique, que de dire ceci n'est pas dissible, nous ne le voulons pas. Vous pouvez tenter de le dire, mais nous serons contre vous, parce que nous avons des raisons fortes, puissantes, de ne pas vouloir entendre ce genre de propos. Je crois que ça a une très grande force, une très grande nécessité. Et en disant cela, et en essayant d'accomplir cela, nous savons probablement que nous ne parviendrons pas à faire disparaître, et surtout pas dans le cœur de tout le monde, ce genre d'idées, mais ça n'est pas suffisant comme, je dirais, sentiment de notre limite. Nous avons comme raison suffisante la nécessité de dire qu'il n'est pas acceptable de tenir de tels propos. Nous ne le voulons pas. Et c'est indicible. Ce que nous refusons, c'est en soi une expression qui publiquement fait sens, qu'il faut entendre. Et derrière la régulation, il n'y a pas que la question de son efficacité, il y a la question de son caractère ostentatoire. Moi, je crois que c'est un aspect essentiel. Et ça passe par le politique, ça. Ça passe aussi par le commun, si vous voulez. Parce que s'il n'y a pas, je termine là-dessus, je ne veux pas être trop long, mais s'il n'y a pas
une loi qui dit, comme la loi française le dit, ça c'est pas possible. De fait, c'est possible, à cause des opérateurs, etc. Mais s'il n'y a pas un traité, quelque chose qui fait que non, ça n'est pas possible, pour nous, on protège cette impossibilité. Alors, nous aurons un mécanisme qui déjà se met en place, qui est que la loi commune disparaîtra, elle sera remplacée par une norme, par quelque chose qui se fait dans la multiplication. C'est une procédure, c'est la plus terrible. Il ne faut pas l'idéaliser. Nous avons besoin de la loi comme résultat d'une délibération, d'une discussion éclairée entre nous, qui à la fin débouche sur un texte, qui à la fin débouche sur une procédure d'adoption. Et tout ce processus qui va faire la qualité de la décision et cette adoption qui va en faire la majesté et qui lui donnera de l'autorité est absolument essentiel. Tout ça est essentiel. Faute de quoi nous aurons une norme qui sera celle que les patients sont capables de produire, celle que l'état d'une société est capable de générer selon qu'elle est heureuse, malheureuse, plus ou moins malheureuse, parcourue de plus ou moins de ressentiments, de plus ou moins de frustration. Et là, nous allons donc laisser voguer, ou nous laisserions voguer notre destin au hasard de ces conjonctures et de ces passions et de ces humeurs. C'est évidemment déraisonnable. Est-ce que c'est possible d'avoir, dans le cadre d'une négociation internationale, ce type de traités, penser ces traités, les élaborer pour que finalement on puisse définir une forme de bien commun? Alors, c'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. Mais moi, je me permettrais de dire, de faire la proposition à l'envers, c'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas y parvenir. Ah oui, mais... Non, mais moi, je le pense profondément, ça. C'est impossible de ne pas y parvenir. C'est pas admissible de ne pas y parvenir. Je ne sais pas, je pense qu'on est tous d'accord. On n'a pas envie de vivre dans un monde où on peut traiter les gens de toutes sortes de choses parce qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est contraire à tout ce que nous sommes. Et encore un mot, dernier mot. Tout ce que nous avons fait de grand, de beau, collectivement, tout ce que nous l'avons fait en luttant contre ça. On a une indication très très claire. Il est impossible de ne pas aboutir à ce résultat. Et s'il y a un sens au mot souveraineté, qui n'a pas de supérieur, c'est là qu'il s'exerce. La souveraineté, elle doit être là. Ce qui n'a pas de supérieur, c'est ses valeurs. Rien n'est au-dessus. Et donc, nous devons arriver à les faire vivre. Alors, Bernard Benamou, peut-être une réaction rapide avant de donner la parole à Serge Tisseron. Oui, non, je vais pas reprendre, mais je ne peux qu'abonder dans la volonté d'établir des règles au niveau international. Je précise pour ceux d'entre vous qui pourraient immédiatement accoler le terme Nations Unies à une quelconque négociation de ce genre, surtout pas aux Nations Unies. Pourquoi ? Parce que la règle un État, un vote capture par une très grande majorité non démocratique le processus en cours. Et je vous en parle d'expérience, parce que j'ai vu la difficulté, y compris dans les périodes récentes, où on voyait justement la Russie, la Chine et quelques non-alignés qui pouvaient se coaliser pour essayer de régenter l'Internet à leur manière. Nous avons quelques conflits et effectivement difficultés actuellement avec les États-Unis, y compris dans la vision hégémonique. Le propos qui était tenu par Barack Obama il y a peu à Stanford lors de la conférence sur la cybercriminalité était en tout point effrayant pour nous et a d'ailleurs suscité des réponses violentes de certains acteurs industriels. Mais il faut à un moment donné choisir, et c'est là le dur métier dans ces cas-là, que de choisir l'allié le moins inacceptable par rapport effectivement à ces questions-là. Le risque de flicage massif est désormais avéré à l'échelle mondiale, bien plus que nous-mêmes, acteurs de ces questions, ne le pensions il y a encore quelques années. Mais il est clair que le risque de contingentement politique de l'Internet à des fins de contrôle politique de l'expression par des dictatures ou des régimes autoritaires est un risque encore plus grand. Donc il nous faut établir un chemin difficile entre ces deux perspectives, c'est-à-dire Big Brother d'un côté et Minority Report de l'autre. Et c'est compliqué. Merci. Serge Tisseron, vous êtes psychanalyste et je pense que
Vous avez travaillé avec des adolescents, vous avez également travaillé sur toutes les questions du numérique, des nouvelles technologies. Avec vous, j'aurais aimé qu'on puisse aborder la question du sujet, la question de l'internaute comme sujet désirant, comme sujet pensant, la question de l'autre sur Internet, la question du collectif sur Internet. Vous avez écrit un livre en 2001, L'intimité surexposée, où vous avez proposé le terme d'extimité, qui me semble intéressant pour penser l'internaute face à son écran, aux prises également avec ses propres pulsions. Oui, merci de cette invitation. Alors effectivement, je crois que la dimension économique, la dimension de surveillance généralisée, etc., tout ça est extrêmement important. Mais, et je ne voudrais pas vous donner l'impression que si tout d'un coup on aborde la subjectivité de l'utilisateur d'Internet, on va baisser d'un cran. Au contraire, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a une particularité des rencontres, des contacts, des médiations autour d'Internet qui favorisent des positions extrémistes. Et que, en effet, on peut vouloir couper les positions extrémistes, les censurer, les interdire. Vous ne pourrez pas empêcher que la logique Internet en produira sans cesse là où vous les attendez le moins. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est cette logique Internet? Alors, j'ai parlé en effet j'ai proposé le mot d'extimité en 2001, c'était à l'époque de la télé-réalité, mais le mot a pris beaucoup d'importance depuis qu'Internet a été inventé. J'ai proposé le mot d'extimité pour désigner ce mouvement par lequel chacun veut faire valider sa représentation du monde, ses capacités, ce qu'il estime produire de bon et d'original. Alors, traditionnellement, le désir d'extimité se manifestait à l'adolescence avec les cousins, les cousines, les copains, voilà, surtout pas les parents, mais des proches physiques. Et puis avec la télé-réalité, on a vu des jeunes qui voulaient passer à la télé pour montrer des choses dont ils étaient capables, pas forcément reconnus par leurs parents d'ailleurs, mais le faire valider par des internautes, par les téléspectateurs, et avec Internet, évidemment, désir encore plus fort de montrer sur Internet des choses qu'on estime importantes pour soi, pour les faire valider, pour les faire reconnaître. Et c'est là que la communication sur Internet va tout brouiller. Parce que dès qu'on va sur Internet, on est confronté en effet à la possibilité de l'anonymat. Voilà. Alors d'ailleurs, l'anonymat, bien banalisé par les jeux vidéo, puisque vous savez, vous vous rappelez peut-être d'ailleurs qu'au moment de l'invention de Facebook, les fournisseurs d'accès aux jeux vidéo ont voulu que les forums des joueurs de jeux vidéo, dans les forums joueurs de jeux vidéo, les gens interviennent avec leur vraie identité et pas avec leur pseudo. Il y a eu une tollée des internautes, on continue à intervenir avec les pseudos. Donc régime du pseudo, voilà, un peu partout sur Internet, qui fait évidemment que ça favorise l'anonymat. Mais il n'y a pas que l'anonymat. Il y a le fait que là, on est en présence physique, je vous parle, je vous regarde, je vois s'il y en a qui hochent la tête, si vous dormez tous, je vais peut-être changer mon rythme de parole, s'il y en a qui sont intéressés, je vais devenir plus nerveux. Donc il y a une régulation qui se fait par le face-à-face, absente complète sur Internet. Sur Internet, vous avez le fait que dans un groupe, comme on est ici, on est 3, on est à la table ronde, on nous a présenté, on a des indices de reconnaissance sociale. Sur Internet, il n'y en a pas. Vous pouvez être académicien, intervenir sur Internet, lever l'anonymat, vous serez M. Tartampion, mais personne ne préoccupera que vous soyez académicien, vous serez M. Joseph, personne ne se préoccupera que vous soyez étudiant, donc pas d'indice de reconnaissance sociale. Et puis dans un groupe, chacun va, vient, s'en va. C'est comme si ici, il y avait d'un coup quelqu'un qui arrivait, qui intervenait, quelqu'un qui partait. Voilà, c'est ça les groupes sur Internet. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher que ça fonctionne comme ça. Le problème, c'est que du coup, la communication sur Internet va générer des angoisses qui ont toujours existé chez l'être humain, mais qui vont être majorées par Internet. Des angoisses d'abandon, personne ne me reconnaît, voilà, les blogs d'ados qui mettent il y a quelqu'un, parce que personne ne va sur leur blog, des angoisses de morcellement, parce qu'on a des informations qui arrivent qui sont tellement morcelées, tellement différentes, comment s'y retrouver, ça a été évoqué ce matin, des angoisses d'envahissement, voilà, des informations qui font irruption sur nous, des angoisses même de persécution, on en parle ce matin, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a une énorme insécurité sur Internet, et que cette énorme insécurité sur Internet va générer des phénomènes de groupalité dont il n'y a jamais eu d'équivalent dans la vie sociale. Vous décrivez la psychose, là,
Comment ? Vous décrivez pratiquement la psychose. Mais non, pas du tout, parce que ça va être au contraire complètement régulé par des phénomènes de groupalité qui font que les gens ne vont pas être isolés du tout, ils vont se constituer en groupe, d'où l'importance des réseaux sociaux sur Internet. Hein. Non, mais ces angoisses que je vous décris, il faut bien comprendre qu'elles nous habitent chacun. Hein. Ce n'est pas parce qu'elles habitent un peu plus les grands malades qu'elles n'habitent pas un peu tout le monde. Hein. D'ailleurs, elles n'habiteraient pas les grands malades si elles n'habitaient pas un peu tout le monde. Voilà. Et donc, du coup, il y a quand même quelque chose qui va fonctionner comme une enveloppe, hein, qui va se reconstituer pour chacun. Ça va être le groupe auquel il va décider d'adhérer. Et alors là, nouveau problème par le fait que ce groupe, du coup, va établir une emprise sur le sujet et il faut relier ça à une particularité de l'adolescent et du jeune adulte. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité socio-émotionnelle. C'est-à-dire que si vous dites, si vous êtes tout seul avec un ado et vous lui dites, tu n'es pas capable d'escalader à main nue la façade de cet immeuble de 3 étages, il va vous dire, non, mais je pense que j'en suis capable, mais je ne suis pas fou, je risque de tomber, non, je ne le ferai pas. Mais si vous dites au même ado, regarde, je suis en train de te filmer, j'ai 1000 fans qui te regardent en ce moment, tu n'es pas capable de gravir la façade de l'immeuble 3 étages. Le mec dit, si, je vais leur montrer. C'est-à-dire que le fait que vous ayez ces réseaux sociaux fait que la prise de risque à l'adolescence va être démultipliée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, des gendarmes s'étonnent du fait que des ados qui font des conneries se filment en même temps, moyennant quoi c'est très facile d'aller les chercher après hein, et de les mettre en prison parce qu'ils se sont filmés en même temps. Ça, c'est une particularité de la prise de risque. Dans cette prise de risque, évidemment, il va y avoir la surenchère. La surenchère à quoi ? La surenchère à tout ce qui est interdit. Alors, ça peut être des réseaux sociaux pour ados, où les risques sont considérables, le site ProAna, les sites de pro-suicide. Il ne faut pas oublier les sites pro-suicide, parce qu'on a parlé de comportements suicidaires autour de sites extrémistes hein, qui vous invitent à vous comporter en martyr. On peut oublier aussi tous les sites pro-suicide qui vous invitent à vous suicider pour votre bonheur. Voilà. Donc, il ne faut pas que les sites pro-suicide extrémistes, hein, notamment islamistes, fassent oublier des sites pro-suicide banalisés. Voilà. Donc, c'est la même logique. Hein, quitte à se détruire, autant se détruire pour une cause. Et donc, voilà. Et vous avez cette logique Internet. Alors, vous pouvez, à partir de là, décider de condamner, de faire condamner ce qui dépasse. Voilà, ce qui dépasse de ce qui est acceptable pour la société. Mais comprenez bien qu'Internet, c'est une énorme machine à produire, quoi qu'il arrive, des opinions extrêmes, et surtout dans cette tranche d'âge adolescent et jeune adulte, dans laquelle, encore une fois, on sait que physiologiquement, par les recherches de neurosciences, il y a une hypersensibilité socio-émotionnelle et en même temps une difficulté de contrôle des impulsions. Est-ce que je le dis ? Est-ce que je ne le dis pas ? T'es pas capable, on est 1000 à te regarder, je le dis, même si je ne le pense pas à la limite. Donc, vous voyez, je vous apporte ces éléments-là pour que vous compreniez que le problème ne peut pas se résoudre seulement, on l'a dit, il y a un volet éducatif, un volet économique, un volet législatif. Mais pour moi, le volet éducatif est vraiment essentiel. Et derrière ce que je vous dis, vous voyez qu'il y a évidemment l'idée d'une éducation aux médias. On ne parle plus d'éducation aux images ou même à Internet, éducation aux médias globalement. Hein, voilà. Mais il y a aussi, je pense, l'idée d'une éducation à l'empathie, c'est-à-dire à être capable de se préoccuper de la manière dont quelqu'un peut recevoir un message qu'on émet. Hein, et aujourd'hui, l'éducation à l'empathie, bon, moi je développe ça avec une activité qu'on appelle le jeu des 3 figures, hein, victime, agresseur et tiers dans les écoles maternelles, mais aussi maintenant dans les collèges. Mais il y a cette idée qu'il faut absolument non seulement éduquer à l'Internet, mais éduquer à la réceptivité à l'autre, parce que autant la réceptivité à l'autre est inscrite dans la logique de la relation sociale vivante, en face à face, en présence physique, autant la préoccupation de l'opinion de l'autre est complètement effacée d'Internet. Il faut vraiment avoir une empathie solidement chevillée au corps, je vous assure, pour la maintenir sur Internet, parce que la logique de la machine Internet fait qu'elle est constamment menacée, réduite, d'où la nécessité, encore plus aujourd'hui qu'hier, de développer la capacité d'empathie des enfants. Pas parce qu'ils auraient moins d'empathie qu'hier, mais parce que la confrontation à Internet, qui est une machine à détruire l'empathie, est à haut risque aujourd'hui pour la jeunesse et pas seulement pour la jeunesse. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions dans la salle. Oui, Richard Prasquier. Un micro peut-être ?
Oui, d'abord, je vous remercie pour avoir organisé ces extraordinaires rencontres, parce que les sujets dont vous parlez, et vous en parlez en profondeur, ce sont effectivement les sujets qui nous bouleversent tous à l'heure actuelle. Alors j'ai beaucoup de remarques et beaucoup de questions, et elles sont assez disparates. Pour Monsieur Tisseron, par exemple, puisque vous êtes le dernier à avoir parlé, ma question est aujourd'hui une des questions principales en matière de terrorisme, c'est comme il est facile de fanatiser un jeune, et vous avez expliqué un certain nombre de mécanismes, notamment l'adolescence qui favorise l'extrémisme, comme il est facile de fanatiser un jeune, comme il est difficile de défanatiser un jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'apport des sciences cognitives, est-ce qu'avec l'apport que nous avons de nos expériences, est-ce qu'il y a des pistes et est-ce qu'il y a des expériences qui peuvent être envisagées de façon optimiste dans ce domaine? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est plutôt une suite de remarques. Ce qui concerne sur les problèmes de liberté, les États-Unis, la liberté, et la liberté extrême, la liberté impossible, effectivement. C'est très frappant quand on va aux États-Unis, on a l'impression qu'ils sont restés encore, comme nous avons peut-être quelque part greffé sur notre ADN cette idée de laïcité. Ils ont greffé sur leur ADN cette idée du premier amendement et cette idée finalement d'un marché des opinions dans lequel obligatoirement, si toutes les opinions peuvent s'exprimer, c'est obligatoirement les meilleures opinions qui vont gagner. On est encore à l'époque de John Stuart Mill, je crois que c'est lui qui a fini ça. Ça ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Ça ne fonctionne plus dans le monde où nous sommes actuellement. On est dans cette... nous étions il y a une cinquantaine d'années dans un monde de l'informatique, je me le rappelle assez bien, où c'était des énormes machines et un certain nombre d'individus très visionnaires parlaient de ces petites machines et de cette multiplicité de l'informatique, et en général ils étaient considérés comme fous. Aujourd'hui on y est. On est dans cette multiplicité, ce qui fait que le pouvoir de chacun est extraordinairement multiplié. Et ce qui paraissait rigoureusement impossible dans le passé, maintenant est devenu possible à des petits groupes et des moyens de puissance, des moyens de nocivité extraordinairement forts existent dans les mains, pourront de plus en plus exister, je suppose, avec l'Internet connecté, avec les impressions 3D, etc., feront que la liberté ne pourra pas, sauf alors à aller vraiment vers l'explosion de notre planète, ne pourra pas continuer comme ça. Je trouve une forme de paradoxe, finalement, de vivre dans un monde beaucoup plus dangereux avec l'Internet. C'est ça que vous êtes en train de pointer, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, la liberté tue la liberté. C'est aussi une forme de liberté, d'une certaine façon, que cette possibilité qu'ont aujourd'hui des grandes compagnies de tout savoir sur nous et d'agir sur nous, parce que finalement, elles ramassent des informations, ça fait partie de leur liberté, également de leur liberté. Il y a une espèce de paradoxe de la liberté. Et je constate que les Américains, lorsqu'il s'agit de modifier leur législation, lorsqu'il s'agit de modifier, d'envoyer d'éventuels terroristes sans jugement dans la base de Guantanamo, ils le font sans hésiter. Ils le font rapidement. Nous ne savons pas le faire. Dire qu'ils ont une capacité de s'adapter. Et nous ne l'avons pas. Comment se fait-il que les enjeux qui sont extrêmement visibles n'entraînent pas cette prise de conscience générale sur l'Internet? Et là-dessus, je pense que Dominique Régnier a véritablement posé les problèmes tels qu'ils existent. Alors, Serge Tisseron, un petit mot sur la déradicalisation. Sur la déradicalisation. Mais d'abord, je pense vraiment par rapport à la question que vous posez,
Bernard Benamou a évoqué l'Internet des objets. Il va falloir éduquer les enfants avec l'idée que tous les objets utilisés ne sont pas des objets à notre service, comme traditionnellement on avait l'habitude, une bouteille d'eau, une brosse à dents, une paire de lunettes, etc., un vêtement, mais que les objets sont des médiateurs entre nous et d'autres, et qu'à tout moment, avec ma brosse à dents, je vais informer le fabricant de brosse à dents et beaucoup d'autres personnes sur ma santé dentaire et mes pratiques, et ma compagnie d'assurance, etc., mes vêtements pareil, puces RFID. Donc les objets vont être l'éducation principale des enfants, ça va être l'éduquer à l'Internet des objets, qui va être la grande menace pour la liberté de chacun. Alors je reviens à la déradicalisation. Alors il est beaucoup plus facile de transformer un radical pour une cause en un radical pour une autre cause que de déradicaliser quelqu'un. Alors on le sait aujourd'hui par des recherches récentes en neurosciences, et notamment celle de De Ceti qui travaille sur la capacité d'empathie, et il semblerait que entre 7 ans et 12 ans, il y a une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité en sciences cognitives, c'est-à-dire qu'entre 7 ans et 12 ans, l'être humain est préprogrammé pour développer la capacité de pouvoir changer de perspective émotionnelle et se mettre à la place de l'autre. Avant 7 ans, c'est pratiquement impossible sur le plan neurophysiologique. Après 12 ans, si cette capacité n'a pas été exploitée, ça devient très compliqué de l'implanter. Alors, c'est possible à tout âge, rien n'est jamais fermé, mais c'est beaucoup plus difficile. Or, on sait que toutes les dictatures insistent beaucoup sur le conditionnement des ados entre 7-8 ans et 12 ans. C'est là que vous pouvez briser chez quelqu'un la capacité de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et à partir de là, quand vous avez affaire à quelqu'un, en effet, qui a été empêché dans l'installation de cette capacité, qui s'est radicalisé dans un mouvement, c'est plus facile de le retourner et de le rendre radical pour une autre cause que d'implémenter cette capacité chez lui. C'est pour ça que c'est si important, sur cette tranche d'âge-là, de développer la capacité d'empathie des enfants. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai fait le programme des 3 figures, d'autres le font avec d'autres choses, mais on sait aujourd'hui que c'est vraiment une fenêtre d'opportunité. Si elle est ratée, c'est très compliqué. Bernard Benamou, sur liberté extrême, liberté impossible, finalement, trop de liberté va tuer la liberté, et on vivrait dans un monde encore plus dangereux avec un Internet beaucoup plus libre. Alors, au risque de surprendre, il est évident que nous sommes confrontés à des risques nouveaux liés à cette démultiplication. Vous en parliez à l'instant. Le principe même de l'Internet pour l'information, c'est effectivement la capacité d'émettre et de recevoir à l'échelle de la planète, ou en tout cas d'une très vaste partie de la planète. Et cette capacité va désormais s'imposer au réel, c'est-à-dire s'imposer aux objets qui nous entourent. Vous parliez effectivement de l'impression 3D. Alors évidemment, l'un des premiers risques qui a été pointé du doigt, c'est la capacité d'imprimer des armes. Et on a des armes fonctionnelles qui sont imprimables. Je précise qu'il y a quelques semaines, un outil qui manquait à la Station spatiale internationale a été transmis et imprimé sur place grâce effectivement à une recette, à un plan qui lui a été envoyé depuis le sol. Donc par définition, oui, ce risque existe. Est-ce que, face à ce risque, la tentation des États sera d'établir un contrôle absolu? Je parlais de Big Brother tout à l'heure, qui est une vision extrême du rôle des États, du panopticon, dirait Bentham, donc des États qui voient tout le temps, de tous les individus, et donc sont capables de réprimer n'importe quel individu dès qu'il a presque l'idée de commettre effectivement un délit, ce qui était aussi le cas dans Minority Report. On commet effectivement, on crée la police prédictive. Je précise pour ceux d'entre vous qui pensent que tout ça n'est que de la science-fiction, c'est que ça existe déjà. Des unités de police prédictive ont été déployées à Los Angeles. Et voilà. Et maintenant, on a des sociétés qui vendent cette technologie partout dans le monde, où on est capable de prévoir, grâce à une analyse, ce qu'on appelle big data, excusez-moi les termes techniques, mais en gros, on analyse en masse des phénomènes pour après être capable de prévoir ce que vont faire des groupes ou des individus. Et on a des résultats assez forts, assez étonnamment bons dans ce domaine. Donc, est-ce que l'évolution des technologies nous portera à une forme de dictature technologique soutenue par des grands acteurs qui feront des robots de plus en plus perfectionnés, qui se substitueront aux forces de police pour aller maintenir l'ordre, ce qui commence déjà à exister? La réponse est probablement. Est-ce que nous, Européens, instruits que nous sommes de l'histoire, devons éviter à tout prix une réédition en pire de ce que nous avons pu connaître comme régime de dictature? La réponse est là encore oui. Est-ce que nous en avons les moyens? Oui, peut-être. C'est-à-dire, oui, si nous faisons en sorte de ne pas être spectateurs. Tout à l'heure,
vous posiez la question de savoir si nous serions uniquement consommateurs de ces technologies ou acteurs de ces technologies. Je vous le disais, si nous ne devenons pas souverains, au sens où M. Régnier le disait tout à l'heure, dans le sens où nous développons nos propres technologies, et non pas consommons et ne devenons que consommateurs de technologies élaborées ailleurs, c'est-à-dire élaborées en Californie et en Asie, si nous ne sommes que cela, nous sommes en danger mortel par rapport à nos modes de vie, y compris démocratiques. Donc je crois que c'est là où l'enjeu devient de plus en plus important. C'est-à-dire que là où auparavant des technologies étaient, M. Tisseron le rappelait, les objets étaient à notre service. Aujourd'hui, les objets peuvent devenir l'un des bras armés de la surveillance, y compris de la surveillance idéologique des personnes. Quand vous surveillez la consommation électrique de quelqu'un, vous pouvez deviner s'il fait Shabbat, par exemple. Quand vous surveillez... Et oui, évidemment. Et on le voit maintenant. Donc, globalement, on voit bien que des choses apparemment anodines, comme un compteur électrique intelligent, peuvent devenir des outils de surveillance et de profilage ethnique, religieux, comme ça peut déjà être le cas dans certains pays. Donc, il faut être très prudent. Et ça veut dire aussi, et je rappellerai que par exemple existe une nouvelle forme de droit que nous essayons de créer au niveau européen, c'est que les objets en question, nous devons les maîtriser. Tout à l'heure, il était question des puces RFID. Il nous faudra créer un nouveau droit, là encore pour les plus juristes d'entre vous, dont le nom peut presque paraître poétique aujourd'hui, le droit au silence des puces. La capacité donnée aux citoyens de pouvoir éteindre et maîtriser les objets et les informations issues des objets qui seront autour de nous. C'est de ce genre de droit que sera constituée la société qui vient. Et si nous ne le faisons pas, alors oui, toute forme de liberté peut être éradiquée dans un futur qui est malheureusement très très proche, confère la NSA. Dominique Régnier. Rapidement, mais ce sont des questions importantes, mais je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Sur ce qui menace la liberté et qui nous est indispensable, et ce qui appelle une régulation, à mon avis, encore une fois, il est impossible de ne pas en faire émerger une. Je prends deux cas majeurs. On a beaucoup parlé du premier, mais pas beaucoup du second. On a beaucoup parlé déjà, et à juste titre, du fait qu'il est très difficile de faire appliquer en France certaines opinions parce que le support, l'opérateur, le net, etc., n'est pas français et qu'il obéit à d'autres logiques. On a beaucoup parlé des États-Unis. Mais si je prends l'autre ensemble d'exemples, en 1989, puisque ça a commencé à ce moment-là avec les versets sataniques, Rushdie a été pris dans un système d'interdiction d'une autre nature, mais qui pose aussi la question de la liberté. 2005, les caricatures danoises. 2015, Charlie Hebdo. Et ce qui me frappe beaucoup, moi, c'est une espèce de symétrie entre ces deux formes au fond, de contradiction ou d'opposition au système qui est le nôtre. Si je prends l'exemple de Charlie Hebdo, au fond, nous avons un espace public aujourd'hui unique. Je veux dire qu'il est par Internet. Tout le monde y est présent ou peut y être présent. Et nous avons des systèmes culturels qui sont pluriels. Mais quand vous êtes dans l'espace unique, celui qui est le seul, le fait que votre système ne soit pas le seul n'a pas d'effet sur la perception que vous avez des messages qui sont produits dans un autre système que le vôtre. Parce que le système, il est unique. Et conséquemment, si vous mettez à la une d'un magazine la caricature du prophète, vous ne respectez pas la norme d'un système qui est un autre système. Et au fond, ce qui a été mis en cause dans cette affaire, c'est la possibilité de caricaturer, chacun l'a dit, mais ce qui se met aussi en route dans ensuite la difficulté qu'il y a, si un dessinateur le souhaite, de le refaire, ou d'une manière générale de caricaturer les religions, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une forme de crainte à le faire, eh bien c'est un processus de délaïcisation, au fond, des sociétés laïques. Par le simple fait que, par Internet, je crois qu'ici Internet a joué un rôle très important, l'unicité du système d'espace public, qui est une grande nouveauté là aussi,
l'universalité des espaces publics n'a été possible antérieurement, ne s'est présentée que, je dirais, c'était en gros, sans convoquer des exemples qui sont un peu pédants toujours, mais enfin, c'est en gros le monde latin au Moyen-Âge, et puis ensuite l'Europe française au XVIIIe siècle, et après ça s'est fragmenté en espaces nationaux, sauf, je dirais, le monde scientifique qui a toujours été global, aujourd'hui en anglais, et global, voilà. Mais ce sont des parties très limitées et aux règles très, très singulières. Mais jamais nous n'avons été dans cet univers, au fond, où il y a des affaires publiques générales. Et dans ce système-là, je crois que là aussi se pose la question de la régulation. Et nous devons, pour cette raison-là aussi, être capables de défendre un modèle qui est celui, un ensemble de valeurs. Ce n'est pas un modèle comme si on avait trouvé un truc, etc. Un ensemble de valeurs auxquelles nous sommes très attachés et qui n'est pas menacé par simplement les opérateurs ou le fait qu'on a du mal à coopérer avec ces opérateurs avec lesquels il faudra bien trouver un accord de toute façon, mais aussi par le fait que nous sommes dans nos productions d'idées perçues par d'autres que nous qui ne les comprennent pas depuis le même système culturel. Et ça, Internet, moi je crois, crée quelque chose, une situation, je termine par là, qui historiquement est inédite, qui n'est pas tenable, je ne le crois pas, je crois pas que ce soit possible de rester comme ça longtemps, et donc qui appelle un nouvel équilibre, une forme de compromis, une compréhension, quelque chose qui nous permet de rester ensemble dans le même espace en admettant l'expression de sensibilités qui ne sont pas les nôtres. Alors on va prendre une ou deux questions très très rapides. Oui. Après vous, monsieur, mais très rapide pour que l'on puisse... Très rapide, je vais poser une question stupide. Pourquoi a-t-on pu éliminer quasiment de Internet tout contenu pédophile et qu'on ne peut pas le faire sur quelque chose qui est aussi simple que cela, c'est-à-dire effectivement la cruauté et voilà. Ok, réponse rapide. Je crains malheureusement de devoir m'inscrire pour partie en faux par rapport à cela. Que la visibilité des images pédophiles soit un petit peu moins évidente que celle des discours de haine, mais je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'il ne faut pas être particulièrement technophile pour être en mesure d'y accéder. Et tous nos amis de l'OCDLT, l'office chargé effectivement de la répression de ce genre de criminalité, nous disent à quel point, j'allais dire, Oui, mais c'est moins visible parce que plus directement condamné, plus uniformément condamné d'un point de vue international, mais il n'empêche que, sans même aller vers des réseaux cryptés, je peux vous assurer d'une chose, c'est que beaucoup de gens y accèdent malgré tout. Évidemment pas sur des sites légaux, mais ce n'est pas compliqué, y compris sur les réseaux sociaux de type Twitter, oui, qui peuvent être un formidable outil à redistribuer des images de cette nature. Alors, on va prendre encore une ou deux questions. Monsieur à gauche, là à gauche, là, c'est monsieur qui est en premier. Et après, on va prendre ce monsieur dans l'axe, très rapidement. Allez-y. Ouais, très rapidement. C'est Raoul de différencepolicy.com. Donc, j'invite tous ceux qui participent à la réunion de voir le site s'ils veulent. Bon, d'accord. Votre question, peut-être. Laissez-moi terminer. Bon, c'est un site de promotion du vivre ensemble. Alors, j'ai deux choses à dire. D'abord, à monsieur Bernard. Bernard Benamou, oui. Voilà. Je pense que son fatalisme me fait un peu peur parce que, bien sûr, s'il y a des choses qu'on ne peut pas réguler, si la régularisation est aussi compliquée, je pense qu'à un certain niveau, au moins, on peut signaler. Donc, il y a un dispositif FARO que le gouvernement a mis en place, qui est très efficace, donc qui signale les sites malveillants, tout ça. Okay. Et après, ma dernière intervention, je vais à l'endroit du professeur Tisserand Serge, qui parle de l'éducation chez les tout petits, au niveau de l'empathie, tout ça. Bon, je pense que c'est un dispositif qu'il faut encourager, mais qu'il faut plus expliquer, il faut plus aller au fond des choses. Par exemple, il y avait une anecdote, je ne sais pas, bien c'est une vérité qui s'était passée il y a quelque temps, qu'un professeur qui demande à un élève c'est quoi ton ennemi, et l'élève répond c'est le juif. Je pense que là on n'est plus dans l'empathie, on est dans la haine. Donc à ce niveau, il faut aller plus au fond des choses au niveau de l'empathie et expliquer que l'autre c'est pas mon ennemi, c'est pas l'autre. Et mon ennemi, c'est pas le juif, que la subjectivité veut dire qu'il faut l'autre, c'est moi,
Ok, je termine. Voilà. Le process, c'est de quoi je veux parler. Voilà. Ok, ils vont répondre. On va peut-être passer la parole à monsieur au centre qui a demandé la parole et après on laissera nos intervenants réagir. J'avais une question, ce serait pourquoi les grands moteurs de recherche et les grands réseaux sociaux ne se sentent pas responsables humainement de se battre contre le racisme et ces sites qui sont un scandale et qui créent un chaos d'Internet. Ils sont pas humains en fait. Bien, Bernard Benamou, votre fatalisme fait peur. Oui, alors j'ai lancé le mot parce que je pense que d'abord il est dans l'air du temps, on en parle beaucoup et souvent il est mal défini, on n'a pas le temps de le définir, mais pour montrer qu'en effet c'est important aujourd'hui d'éduquer les enfants à ce que sera le monde de demain. Et le monde de demain, il y aura de l'Internet et donc c'est très important de créer des pare-feux par rapport à tous les dangers d'Internet que j'ai évoqués. Donc développer la capacité d'empathie, ça a toujours été nécessaire, mais c'est aujourd'hui beaucoup plus indispensable encore. Alors à partir de là, on peut voir de quelle manière on va le faire, voilà. Mais en même temps, je ne veux pas dire que c'est le remède universel, on l'a bien dit, il y a un volet législatif, un volet économique, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait pour un monde de demain différent, il faut aujourd'hui mettre en place des méthodes éducatives, pédagogiques différentes. Or, il n'y a pas assez de travail là-dessus, je travaille beaucoup avec l'éducation nationale, et bien malheureusement, on continue à préparer les enfants au monde d'hier, et on ne les prépare même pas au monde d'aujourd'hui, et surtout pas au monde de demain. Voilà. Et l'empathie en fait partie, l'éducation aux objets interconnectés en fait partie, l'éducation aux médias est dépassée aujourd'hui par l'éducation aux objets interconnectés, et ainsi de suite. Voilà, l'empathie en fait partie. Bernard Benamou, alors votre fatalisme fait peur, premier point. Non, deuxième point, les grands acteurs de l'Internet ne sont pas assez regardants au problème de l'antisémitisme. Alors, je n'ai pas souhaité donner l'impression que nous ne pouvions rien, au contraire. Simplement, ce que j'ai souhaité éviter, c'était une réponse à l'emporte-pièce sur le mode « vous avez une solution clé en main, vous avez une boîte à outils, vous vous en saisissez et tout va aller mieux demain ». Non. Et quand je dis solution exigeante, ça passe par l'éducation. Et on sait, pour ceux d'entre nous et vous qui avez participé à des démarches d'éducation, on sait que ce sont des choses longues, qui s'inscrivent dans le temps long, qui parfois effectivement incompatibles avec la réactivité médiatique où on aimerait que les solutions s'imposent de façon quasiment magique. Ça, c'est une chose. Pour répondre effectivement à monsieur, pourquoi, et c'était ce qui a été dit d'ailleurs précédemment dans notre débat, pourquoi ces sociétés, pour l'essentiel américaines, ne perçoivent pas la chose de la même manière. Je vous citerai un exemple tout simple qui est personnel. J'ai un couple d'amis, tous les deux enseignants en droit aux États-Unis, tous les deux ashkénazes, et qui me disaient nous nous battrons. Elle, je peux la citer, ce sont des propos officiels et qu'elle acceptera tout à fait de voir citer. C'est Nadine Strossen, l'ancienne patronne de ACLU, c'est-à-dire American Civil Liberty Union, donc la plus grande association américaine de défense des libertés individuelles, et qui disait « Je me battrai pour que des néo-nazis puissent défiler à Brooklyn, devant les petits-enfants de personnes déportées. » Pour nous, ça nous paraît complètement délirant. Pour eux, Américains qu'ils sont, même s'ils sont originaires de l'Europe centrale pour la plupart, c'est quelque chose qui leur paraît être la base de leur ferment démocratique. On peut trouver ça absurde. Nous qui avons connu effectivement une histoire d'envahissement sur le sol européen, chose que les États-Unis n'ont pas connue, mais il n'empêche que, de leur point de vue à eux, brider, y compris des propos qui nous semblent à nous condamnables en justice, est une atteinte à la démocratie. Donc, les sociétés en question s'abritent derrière cela pour dire « Mais vous comprenez, nous sommes patriotes, nous défendons le droit américain, nous n'allons pas nous soumettre à un droit étranger. » Et donc, bien sûr, quand en plus des tensions existent entre les États-Unis et le reste du monde, justement sur la gouvernance, sur la surveillance, etc., l'argument porte auprès du Congrès américain. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que oui, il y aura évolution. Je pense qu'il y aura d'abord évolution sur la protection de la vie privée, parce que je crois qu'ils se rapprocheront progressivement de nous d'abord là-dessus. Mais sur la liberté d'expression, il faudra beaucoup de temps. Et donc je pense qu'il faudra des lois qui s'imposeront aux acteurs américains en Europe. Mais ne pas croire qu'eux se les imposeront par un souci éthique à eux-mêmes au niveau international. Ils ne le feront pas. Merci. On peut applaudir nos intervenants. Je vais à présent...
Je vais à présent passer la parole à Gilles Clavreul. Vous êtes délégué interministériel de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et vous êtes chargé par le gouvernement de faire des propositions concrètes. Alors, je vous demande d'aller au pupitre. De faire des propositions concrètes. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus aujourd'hui, mais la tâche va être difficile parce qu'il va falloir parler à la fois aux géants américains et faire des propositions qui puissent satisfaire en droit français, en tous les cas, le citoyen lambda. Merci beaucoup. Oui, la tâche est difficile. Depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est fou le nombre de gens qui me tapent sur l'épaule amicalement avec un air un peu navré en me disant mon vieux, t'as du boulot devant toi. Alors oui, effectivement, il y a pas mal de travail. Alors je vais pas faire un long exposé ex cathedra parce qu'on a beaucoup parlé de lois, de statistiques et de séries. Il y a une chose que je sais, c'est que généralement la faculté d'attention est assez étroitement indexée sur le taux de glycémie. Ça, c'est une réalité physiologique à laquelle tout le monde est contraint. Et puis, naturellement, je ne vais pas vous annoncer ici les mesures du plan gouvernemental de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui sera présenté par le gouvernement dans les prochaines semaines. Mais enfin, je vais quand même vous en donner quelques axes. Et puis, tenter de rebondir sur le débat, beaucoup de choses très intéressantes. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses très intéressantes ce matin. J'ai appris beaucoup parce que, comme peut-être certains ici, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Internet, des nouvelles technologies, du droit de l'Internet. Alors, j'ai tenté d'aborder les choses comme un paysan du Danube et puis progressivement de rentrer dans le sujet. Je viens d'apprendre, par exemple, que même les algorithmes se radicalisaient, ce que je ne savais pas. Alors, peut-être qu'après avoir mis au point des plateformes de lutte contre la radicalisation des êtres humains, il allait falloir faire pareil pour les algorithmes. Mais cela dit, l'existence même de ce système montre bien, en fait, à quel type de mécanique nous avons affaire. Alors pour évoquer une meilleure régulation d'Internet face à la haine, parce que c'est le sujet, la première des choses à faire, au fond, c'est de prendre la mesure du sujet. Ce n'est pas forcément à vous que je dois expliquer ça, parce que je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous y êtes particulièrement sensibilisé. Mais pour autant, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que l'ampleur de la haine sur Internet, on peut tous en faire l'expérience, mais on ne peut pas vraiment la mesurer. On n'a pas d'outils, finalement, d'agrégation statistique fiable qui nous dirait il y a tant de milliers, tant de millions de messages, il y a un tel volume d'informations et il y a une telle audience. L'audience telle qu'on peut la connaître pour la télévision ou telle qu'on peut la connaître pour les médias traditionnels, pour la presse, finalement, on ne mesure pas du tout les choses de la même manière sur Internet. Et le fait même qu'on ne le fasse pas, qu'on ne puisse pas le faire, dit quelque chose sur ce que l'on cherche ou que l'on ne cherche pas. Alors on en est réduit à faire ce que chacun fait, c'est-à-dire à compter un nombre de tweets, de retweets, la popularité des hashtags, le nombre de vues d'une vidéo. Et là on prend la mesure du phénomène quand on voit les accès extraordinairement nombreux qui peuvent être faits sur les contenus de haine, comme ils peuvent l'être également en matière de terrorisme, de contenus choquants de toute nature. Il y a une autre façon, au fond, qui est peut-être plus simple et plus intuitive de prendre la mesure des choses, c'est faire soi-même l'expérience de ces contenus et par exemple de taper un certain nombre de mots-clés sur quelques plateformes bien connues. C'est par exemple de taper le mot Shoah sur une plateforme de vue de vidéos d'origine américaine bien connue et de voir que dans les premiers contenus qui sont donnés, sur la première page, on trouve des vidéos négationnistes. Et puis si on poursuit l'expérience, on signale ces vidéos négationnistes. J'en ai signalé une par exemple vendredi en disant c'est quand même étonnant, cette vidéo est en ligne depuis 3 ans et elle explique qu'il n'y a jamais eu 6 millions de morts dans les camps de concentration, vidéo française avec un timbre de voix bien reconnaissable d'une des figures du révisionnisme français. Et bon, je n'ai toujours pas de réponse, bien évidemment, à ma requête, et la vidéo est toujours en ligne. On peut faire d'autres expériences, comme par exemple Marion Boujard, qui travaille à mes côtés, a pu le faire hier, s'est trouvé le compte Facebook d'un adolescent, et puis sur ce compte Facebook, il y a 2 types de contenus. Il y a des images de sexe, et puis je ne suis pas allé voir, hein, c'est elle qui m'a dit, mais je la crois sur parole. Il y a des images de sexe, et puis il y a une vidéo, il y a une BD raciste, anti-noire, très violente.
Alors, qu'est-ce qu'a fait Marion? Elle a signalé les 2 contenus. Il y en a un des 2 qui a disparu au bout de quelques minutes. Lequel, à votre avis? Bravo. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Je pourrais dire aussi que je crois que nous sommes nombreux à effectuer des signalements. Il y a d'ailleurs la société civile et certains acteurs, et je pense en particulier à l'UEJF. Ce n'est pas un hasard si l'UEJF est à l'initiative de cette réunion, parce que c'est l'UEJF qui a porté très tôt, avec d'autres associations, avec SOS Racisme aussi qui est là, le débat sur le terrain médiatique, sur le terrain juridique aussi. Et sur le terrain juridique aussi, on voit que les choses avancent, mais avancent tellement lentement. Parce que là aussi, si on veut quantifier le phénomène, l'an dernier, la plateforme Pharos a recensé un peu moins de 12 000 signalements pour des contenus racistes, xénophobes, antisémites, négationnistes. Personne d'entre nous, même si on n'a pas de chiffres, comme je le disais au début, personne d'entre nous ne peut penser que ce chiffre de 12 000 est en quoi que ce soit représentatif de la masse de ce type de contenu sur Internet. C'est combien de fois? C'est 10 fois? C'est 100 fois? C'est 2000 fois supérieur? En fait, on n'en sait rien. Ce qu'on sait en tout cas, donc, c'est que le niveau de mobilisation des internautes eux-mêmes est encore extraordinairement faible, même s'il a doublé depuis les attentats de début janvier, qu'on a une augmentation de 100% des signalements à Pharos, mais on voit qu'on est seulement au début d'une démarche, je dirais, de mobilisation, d'indignation collective vis-à-vis de ces contenus. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Sur tout ça qui est important. L'autorégulation qu'on appelle de nos voeux depuis si longtemps, dont on entend parler. C'est ce qui a été dit très bien tout à l'heure, et moi je rejoins ça. On voit bien que l'autorégulation, c'est-à-dire une action par les grands opérateurs du net, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que manifestement, ils n'y ont pas intérêt. Ils ne veulent pas faire. Twitter a été condamné l'an dernier sur une plainte déposée par l'UEJF, a été notamment condamné par une ordonnance de référé de janvier 2013 à mettre en place un dispositif de signalement clair, lisible, facilement accessible des contenus racistes et négationnistes. Cette injonction a été rappelée et confirmée par la Cour d'appel 6 mois plus tard, en juin 2013. Au jour d'aujourd'hui, ce mode de signalement n'existe toujours pas. Tout ce qu'on peut signaler sur Twitter, c'est un contenu dérangeant. Il faut avouer quand même que la qualification est assez vaste. Alors, finalement, face à cet état de fait, je crois qu'il est important de replacer le débat et d'éviter les faux débats. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une menace, c'est ceux qui crient avant d'avoir mal, il y a une menace contre la liberté d'expression. En gros, il y a ceux qui veulent opérer une mainmise sur Internet, réduire les libertés, versus ceux qui souhaitent défendre la liberté absolue de l'Internet. Et c'est un discours qui a une certaine force de pénétration, y compris chez des esprits très éclairés. On l'a bien vu lors des débats de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Au lendemain de l'adoption de cette loi, le 13 novembre dernier, Le Monde titrait en éditorial « Une loi inutile et dangereuse », je crois. C'était quand même pas faire montre d'une énorme perspicacité. Mais au fond, ce débat, il n'est pas du tout un débat de la liberté d'expression contre ceux qui voudraient la mettre à mal. Parce qu'au contraire, tout ce que l'on fait, c'est bien justement pour défendre la liberté d'expression, pour la protéger contre ceux qui veulent l'abattre, contre ceux qui propagent une idéologie de dictature, une idéologie de haine. Le débat, en fait, il est entre ceux qui veulent instaurer un contrôle démocratique dans une sphère qui est celle d'Internet, qui n'a aucune raison de bénéficier d'une extraterritorialité par rapport à l'ensemble de la société et au monde réel, et ceux qui, sous couleur de défense de la liberté d'expression, défendent en fait, appelons les choses par leur nom, des intérêts commerciaux qui sont les leurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette notion de contrôle démocratique sur Internet, sur l'usage qui est fait de la liberté d'expression, finalement, elle trouve son fondement
en tout cas pour la France, sur ce qui est quand même la source de notre droit, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme. L'article 11, relatif à la liberté de communication, dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Donc cette règle était posée dès 1789, et qu'est-ce que la loi, sinon précisément l'expression de la volonté générale. Donc le sujet, il est bien celui-là. Le sujet, c'est de permettre l'application de la loi, expression de la volonté générale, contre les dérives rendues possibles par un usage inapproprié et excessif de certaines libertés d'expression. Et derrière ça, au fond, il y a un enjeu pédagogique au sens le plus fort du terme. Parce que, qu'est-ce qu'on dit aux enfants des écoles avec beaucoup de force, beaucoup de fougue et beaucoup de conviction? On leur dit, le racisme, c'est mal, c'est interdit, c'est défendu. Et que voient-ils dès lors qu'ils ont quitté la salle de classe et qu'en principe, ils allument à ce moment-là seulement leur smartphone ou qu'ils vont sur leur tablette? Eh bien, ils voient que le racisme, que la haine, que le négationnisme se répandent dans l'impunité la plus totale sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc il y a un problème de la crédibilité de la parole des adultes. Si on invoque la loi, si on énonce ces règles, mais si en même temps on ne fait rien pour que cette même règle soit appliquée. Donc le débat aujourd'hui, il est là. Alors, que faire? Et quelles sont les pistes d'action sur lesquelles on travaille? Tout en sachant que il faut être très humble parce que tout ça est très difficile, qu'on opère, comme ça a été dit, à la fois au niveau technique, au niveau légal, au niveau des opinions publiques, du ressenti des populations, donc de la perception démocratique que l'on peut avoir de ces sujets, et que le problème n'est évidemment pas que français, il est aussi européen, communautaire, et il est aussi international. C'était le sens du déplacement du ministre de l'Intérieur cette semaine aux États-Unis. En gros, il y a deux directions à prendre. D'abord, supprimer les contenus illicites le plus possible pour faire baisser la pression le plus possible, parce que plus les contenus sont diffusés et plus ils restent en ligne, plus il y a un effet de crédibilité donné aux propos qui y sont tenus, plus il y a un effet de crédibilité. Si l'opinion antisémite est si répandue, si vue, si partagée, si diffusée, c'est donc qu'il y a quelque chose. Donc, rendre ces paroles à leur état naturel, qui devrait être un état groupusculaire, du moins c'est ce qu'on peut espérer, c'est un premier devoir. Et ça, oui, ça implique une responsabilisation beaucoup plus forte de la part des éditeurs que sont... Enfin, éditeurs, c'est le mot normal qu'on devrait employer pour parler, en gros, pour parler des plateformes, pour parler de YouTube, de Facebook, etc. Leur responsabilité, c'est bien d'exercer un contrôle sur ce qu'ils diffusent. D'ailleurs, ils le font quand il s'agit, comme on le disait tout à l'heure, de pornographie ou de choses comme ça. Ils le font, donc ils peuvent le faire. Donc ils doivent le faire. Et ils doivent le faire en respectant la loi du pays dans lequel ils ont des intérêts commerciaux, parce que finalement, que pratiquent les grandes plateformes? La délocalisation fiscale, ça on l'a vu, la délocalisation sociale, on l'a vu aussi, mais aussi la délocalisation juridique dès lors qu'il s'agit de trouver le régime juridique qui est le plus favorable au développement sans contrainte d'un certain nombre d'activités commerciales. Et c'est ça qu'il s'agit de réguler. Et puis deuxièmement, l'autre piste, c'est de poursuivre les auteurs des contenus illicites. Parce que là, j'aimerais bien vous donner un chiffre sur le nombre de condamnations prononcées, mais en réalité, ce chiffre n'existe pas. Moi, il n'est pas connu. On sait qu'il y a 12 000 signalements à Pharos. On sait que sur ces 12 000 signalements, 371 ont donné lieu à une transmission à des services d'enquête. Mais on ne sait pas combien de condamnations sont effectivement prononcées. On peut penser que c'est quelque chose comme un nombre très inférieur aux 259 condamnations de justice qui ont été prononcées l'an dernier pour injures à caractère raciste. Voilà. Donc, par rapport à la masse indéterminée, parce qu'on n'a pas de chiffres consolidés, mais la masse indéterminée de la haine sur Internet, vous voyez quel est l'écart qui nous reste à combler, non pas pour condamner tout le monde, mais enfin pour exercer tout de même des poursuites efficaces, réelles et crédibles, là encore, qui est un effet pédagogique pour non pas seulement les coupables eux-mêmes, mais pour l'ensemble des usagers d'Internet. C'est ça le sujet. Et ça, pour le faire, nous allons devoir là aussi mettre en place des systèmes nouveaux, plus efficaces, revoir l'organisation de la chaîne pénale pour ça, parce que
une machine judiciaire qui est fondamentalement dans ses canons et ses modes de fonctionnement du XXe siècle, pour ne pas dire autre chose, doit s'adapter à une technologie de 2015. Alors voilà ce que nous allons faire. Bien évidemment, il y aura toujours une nouvelle frontière. Ça change tous les 6 mois. Les défis technologiques ne vont pas cesser de se multiplier. Il y aura d'autres supports. On en est aux réseaux sociaux, on en sera aux objets connectés. Donc d'autres problèmes vont se passer. Mais enfin, en tout cas, si on n'essaye pas et si on ne commence pas, il ne se passera rien. Donc là, on veut véritablement commencer et le faire non seulement à notre niveau français, se montrer à l'avant-garde de ces questions-là, parce que je pense que, comme sur la lutte antiterroriste, en matière de lutte contre la haine sur Internet, ce que fait la France sera regardé avec beaucoup d'attention à l'étranger, et notre exemple ne sera pas singulier. Je pense qu'il sera suivi aussi au niveau européen. Merci. Merci beaucoup.